Il fallait pourtant se préoccuper de la disparition de Clément. On s'informa auprès des uns, auprès des autres. Mais nulle part, aucun, ni sur les routes, ni dans les cabarets, ne l'avait rencontré. La mère, plus pâle maintenant, disait, les pleurs dans les yeux, sera peut-être pendu dans quelques coins du bois. Et le père répondait sans une émotion, en faisant le geste de quelqu'un qui se noie dans les eaux profondes, à moins qu'il soit peut-être né dans quelques trous de la rivière. Et il concluait, bah, qu'il se naît, c'est son affaire, pas la nôtre. On fouilla la campagne, les bois, les carrières de Marteuil, dont les galeries s'enfoncent très loin sous la terre. On sonda la rivière. Les gendarmes commencèrent d'inextricables enquêtes qui n'aboutirent qu'à de crapuleuses ribottes dans les bouchons. Le parquet poursuivit une molle instruction qui n'aboutit à rien. Nulle part, nulle trace de Clément. Clément avait disparu comme disparaît dans l'air une fumée. 2 mois. 3 mois s'écoulèrent. 6 mois. Depuis longtemps, il n'était plus question de Clément. D'autres événements, bien plus importants, bien plus extraordinaires, bien plus incompréhensibles, remplaçaient, renouvelaient l'agitation un instant produite dans les villages et bandes alentours par la fuite de Clément. Quelque chose d'inouï, de mystérieux, de diabolique planait sur la contrée depuis le jour où Clément avait disparu. Mais il n'était venu à personne d'établir une corrélation entre ces deux faits. Toutes les nuits, des vols étaient commis. D'abord discrets, puis audacieux. Ils tournaient à la dévastation générale. On volait la volaille, on dévalisait les clapiers, des chiens, des moutons furent dérobés, des porcs disparus. Le père sourd, qui élevait chaque année des douzaines d'oies pour les vendre grâce à la Noël, les vit s'en aller une à une, et des 6 poules bondeuses de la mère sourde, il ne resta un matin que 3 plumes dans le poulailler vide. Les débitants de poissons constataient qu'il leur manquait des cruchons d'eau de vie, des litres de vin, riches comme pauvres, personne n'était épargné, et il n'y eut personne qui n'eût à se plaindre d'un vol, mais c'était surtout à la ferme des Bourgs que les ravages étaient grands. Poulets, dames, pintades, canards fondaient littéralement, la basse-cour se dépeuplait de ses hôtes. Chose incroyable, et qu'on n'avait jamais vue. Les vaches avaient leurs mamelles taries lorsque dès l'aube, les filles d'étable allaient les traire. Chose plus stupéfiante encore, on trouva dans les herbages des bœufs abattus dont il ne restait que la carcasse. Qui donc volait et tuait ainsi? On avait d'abord accusé les rôdeurs, les bohémiens, qui se succèdent tout le jour, toute la nuit, en d'effrayantes files sur la grande route de Paris. Chacun faisait bonne garde. Étaient-ce des loups, des fauves, égarés de quelques ménageries foraines? Les braves se cachaient, armés d'antiques flingots, autour des demeures, dans les fourrés. Mais on n'avait pris personne. Rien d'insolite ne venait troubler le silence coutumier des vergers et des champs. Et les massacres augmentaient en audace et en nombre. Alors, devant cette énigme, les imaginations s'étaient affolées. Seul un miracle pouvait détourner du pays hanté, maudit, cet invisible, ce surnaturel.
joignant les mains, se disait « Et si c'était Clément, ou bien son âme ?» Un après-midi, la fille sourde monta dans un grenier qui servait de réserve pour la paille. Elle n'avait pas fait 2 pas sur le plancher mou que tout d'un coup, devant elle, elle vit une botte de paille remuer, se détacher du tas, tourner comme une personne, s'abattre à ses pieds, et du trou d'ombre noire que la botte de paille avait couvert en tombant, apparaître une horrible figure, terrifiant paquet de cheveux et de barbe coiffée, au milieu duquel luisaient 2 yeux de bête féroce, et saignait une bouche hideuse de cauchemar. Elle voulut fuir, elle voulut appeler, mais l'effroi de cette apparition fut tel qu'elle resta clouée sur le sol, sans mouvement et sans voix. Alors, en même temps, d'un bond, d'un grognement rauque, elle se sentit empoignée, soulevée, entraînée dans quelque chose de très noir, puis renversée sous un corps de diable qui l'étreignit à l'étouffer, à lui meurtrir la chair, à lui briser les os, et elle s'évanouit. L'endroit de cette scène était une sorte de caverne ronde dont les murs étaient formés de bottes de paille tassées l'une contre l'autre. Un jour terne tombait du toit par une lucarne carrée, éclairait des choses sinistres dont il est malaisé de décrire l'horreur. C'était autour du monstre en rut et de la fille évanouie comme un ossuaire, comme un charnier. Des quartiers de viande encore saignants, carcasses de bêtes rongées, des peaux récemment écorchées et pêle-mêle avec des ossements, des bouteilles de verre cassées, des lambeaux de chair noire, des flaques de sang séchées, tout un prodigieux amas de choses gluantes et tordures. Une intolérable et suffocante odeur de pourriture et de breuvage corrompu se levait de cet épouvantable chaos. Résidus des vols et des meurtres nocturnes qui avaient désolé le pays durant plus de 6 mois. La fille sourde, ayant repris connaissance, eut de la peine à se rendre compte de la réalité de son aventure, ainsi que de l'endroit d'épouvante où elle gisait. Que s'était-il passé? Elle ne le savait pas très bien. Non loin d'elle, accroupie sur un lit d'innommables fanges et d'ordures, le monstre déchiquetait de ses crocs écus un lapin qu'il venait d'égorger. Elle le considéra, horrifiée. Des traits, jadis connus, se dessinèrent sur cette face sauvage. Et tout d'un coup, elle poussa un cri. « Clément! Clément! C'est Clément !» Clément tourna la tête. Et un sourire grimaça dans l'emmêlement de sa barbe poissue, tandis que la bouche encore immobile, un lambeau de chair filamenteux pendait, comme à la gueule d'un four.
Pourquoi t'es si changé? Bouge pas. Pourquoi que t'as dit? Pourquoi que tu dis rien? Bon. Pourquoi t'es si changé? C'est un qui travaille. Si c'est Dieu possible. Tu t'en iras. Tu t'en iras au diable. Pourquoi que t'as dit? De loterie. Pourquoi que tu dis rien? Pourquoi t'es si changé? Bouge pas. Tu sommeilles. Si c'est Dieu possible. Un fils, c'est un qui travaille. Jean Locteux, fatigué d'avoir longtemps marché, s'assit sur la berge de la route. Le soleil perçait les brumes, dégelait la terre, amollissait l'herbe où le givre fondait en eau. Et personne ne passait sur la route. Jean Locteux, de dessus de son dos, ôta sa besace, toute pleine de cailloux. Les compta, en les alignant près de lui, les remit en place avec gravité et respect. Et il se dit: le compte y est bien. J'ai toujours mes 10 millions. Et si curieux vraiment, j'ai beau les donner à tout le monde, car je ne suis pas un mauvais riche, il ne m'en manque jamais un seul. 10 millions, c'est bien ça. Il soupesa sa besace et gémit: mais que c'est lourd à porter, 10 millions. Mes reins n'en peuvent plus, et j'ai l'onglet au doigt. Oh, si ma femme était là, elle m'aiderait, parbleu. Ah, c'était une rude femme, et forte comme un d'or. Mais elle est morte. Elle est morte d'être trop riche. Mon fils aussi est mort, donc c'est quoi?